Hello, hello, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau live. Donc live de fin octobre, donc nous sommes toujours au mois de octobre comme on dit. Donc aujourd'hui je vous propose un petit sujet pour revenir un petit peu il y a 30 ans, au début des années 90, quand on codait avec Turbo C. Et donc, je vous propose aujourd'hui de redécouvrir un petit peu cet environnement de développement Turbo C en codant un plasma que j'ai recodé hier pour préparer ce live. Mais bon, avant toute chose, bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes déjà dans le chat. Salut René alias Sugla, salut Ugly, salut Alwad, salut Sylvain Valaise. J'ai vu passer aussi les amis Fixoulab, Dunrakiz, Alain Diou, etc. Donc bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, comme tu dis, Alouette 75, bon sang, déjà 30 ans, ça fait même plus de 30 ans, parce que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de redécouvrir l'environnement Turbo C 2.01, donc qui date de 1988 de mémoire, et sur lequel j'ai fait mes premières armes tout début des années 90, parce que c'était ce que j'avais à disposition. Alors j'aurais pu prendre le Turbo C et le Turbo C++ 3, qui est sorti quelques années plus tard, donc en 92 de mémoire, mais je me suis dit, autant se remettre avec les outils de l'époque et dans le contexte de l'époque pour faire découvrir ou redécouvrir celles et ceux qui connaissent déjà cet environnement, et découvrir à celles et ceux qui ne connaissent pas, qui sont trop jeunes pour avoir connu ça, un petit peu comme on faisait ça dans les années 90, c'est-à-dire avec un environnement de développement certes intéressant pour l'époque, mais plutôt frustre, on va pas se mentir, et aussi toute la problématique de devoir gérer soi-même les ressources au niveau de la machine, le hardware directement. Donc voilà, salut Laurent qui vient d'arriver dans le chat. Écoutez, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est qu'on reparte directement dans l'environnement DOS. Pour ça, j'ai installé tout simplement sur ma machine DOSBox X, DOSBox X qui est un fork de DOSBox DOSBox tout simplement, mais qui ajoute quelques petits refinements, notamment un menu, quelques petites choses, etc. C'est pas très différent de DOSBox, mais voilà, c'est une petite version améliorée. Donc je vais vous partager ça déjà à l'écran. Donc nous voici dans l'environnement DOSBox X, donc qui permet d'émuler un PC. Alors ce que j'ai choisi comme type de PC, je me suis remis un petit peu dans un environnement presque, allez, on va dire 93-94, en utilisant un 486 et un 486 DX400. Voilà, tout simplement. Voilà, je suis sur un 486 DX400. Alors pourquoi? Parce que ça a été une machine, un environnement que j'avais déjà à l'époque, aux alentours de 1994, quelque chose comme ça. En 92, j'ai eu d'abord un 286 que m'avait fourni mon papa. Ensuite, j'ai eu un 386, un AMD 386 DX40, et ensuite un 486 DX400, machine que j'ai gardée un petit moment. Voilà, donc tout simplement, donc DOSBox X. On arrive directement sur le lecteur Z qui contient donc l'environnement DOS, puisque il émule un environnement DOS. Donc il émule une machine complète avec la carte VGA, éventuellement le chip sonore, etc. Donc tout ça, il émule les Gravis Ultrasound, les Sound Blaster et tout le tralala. Donc ça fait pas mal de choses. Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur le VGA. Donc déjà, ce que je vais faire, on va déjà commencer par installer Turbo C 2, et pour ça il faut qu'on monte un disque C. Donc moi j'ai préparé quelque part sur mon répertoire, je vais faire mount disque C que j'ai monté dans projet / DOSBox. Voilà, et ça doit, voilà, mount C, drive C is mounted as local directory. Donc je vais me switcher sur le disque C dans lequel j'ai un répertoire archive, dans lequel j'ai les fichiers d'installation de Turbo C 2. Voilà. Donc tout simplement, là j'ai récupéré ça, vous pourrez trouver ça assez facilement dans les internets, donc il n'y a pas de difficulté à trouver les vieux installeurs des anciennes chaînes de compilation de Borland. C'est assez simple. Donc pour ça, on va lancer le fichier install.exe, tout simplement. Voilà, et ça vous rappelle des choses, hein, toutes ces fenêtres en mode texte. Eh ben oui. Donc on va installer Turbo C, Enter Source Drive, c'est le disque C, archive TC2. Voilà. On va installer sur le hard drive, je vais le mettre dans C2.tc2.
Voilà, et on va faire, donc par défaut il installe donc les headers, les librairies, BGI, donc qui est la bibliothèque graphique de base, quelques exemples et tous les memory models, mais ça je vais revenir juste après. Start installation, et c'est déjà fini, c'est très rapide, c'est sûr que ça change par rapport à nos environnements modernes qui parfois mettent énormément de temps à s'installer. Donc, je reviens en arrière, voilà. Et je vais aller dans un répertoire que j'ai tout simplement nommé Plasma, puisque ça va être l'objet du live aujourd'hui. Alors bien évidemment, on n'a pas assez de temps pour tout coder à la main, parce que sinon le live durerait 2 heures ou 3 heures. Je vais essayer plutôt de fonctionner par snippet de code que je vais vous rajouter au fur et à mesure. Donc première chose qu'on va faire, c'est on va ouvrir l'environnement TurboC. Voilà, TurboC exe, et nous voici revenu dans le passé, il y a longtemps, naguère avant la guerre, TurboC version 2.0.1. Donc 1987-1988. Ça commence à dater, les amis, ça commence à dater. Donc, nous voici dans l'environnement de développement. Donc, pour rappel, donc on a un environnement de développement qui ressemble finalement, qui n'est pas très différent avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui, un menu fichier, un menu édition, dans lequel il n'y a rien, run, compilation, projet, options, debug et la gestion des breakpoints. Bon, première chose qu'on va faire, c'est on va créer déjà un premier fichier qui ne fait pas grand-chose. Alors j'ai préparé un snippet de code qui va s'appeler tout simplement main.c, et donc ce snippet de code il fait pas grand chose, ça permet juste d'avoir un template qui va nous servir à rajouter le code au fur et à mesure. Donc je vais aller tout de suite plutôt vers la fin. Le main il est très simple, donc le main il prend le argc, argv comme d'habitude, j'ignore argc et argv, et j'appelle une méthode demobegin qui va setuper le programme, demoloop qui va faire la main loop du programme, et demoend qui va désetuper le programme. Et pour l'instant, les trois fonctions ne font pas grand-chose. Autant dire qu'elles ne font rien. Demobegin ne fait rien. Demoloop attend qu'on appuie sur une touche de clavier. Demoend ne fait rien. Voilà. Donc si je reviens au début, les seules choses dont on a vraiment besoin pour compiler, c'est d'inclure quelques headers assez standards qui vont être conio.h. Donc conio, c'est tout ce qui est entrée-sortie sur la console, donc le terminal. stdio.h que vous connaissez toutes et tous, stdli.h que vous connaissez toutes et tous, mat.h et dos.h qui correspond donc aux définitions qui sont spécifiques à l'environnement DOS. Donc voilà, le dsdefine ignore tout à l'heure que j'ai mis et que vous avez vu dans la fonction main, c'est simplement pour ignorer un warning pour dire argc et argv je les utilise pas. Et j'ai rajouté trois définitions très modernes que vous connaissez peut-être toutes et tous si vous faites du développement un peu bas niveau, UINT8, UINT16 et UINT32 qui sont des définitions standards aujourd'hui POSIX et que j'ai remappé sur la définition du compilateur. Ça permet de manipuler des octets, des mots et des mots longs. Voilà, tout simplement. Donc avant de compiler, il va falloir faire quelque chose. On va aller donc dans compilateur, on va définir le modèle mémoire. Pour rappel, lorsqu'on fonctionnait sur DOS, on utilisait donc une mémoire segmentée, c'est-à-dire on gérait la mémoire par petits bouts de segments, qui étaient le plus souvent donc des segments de 64 kilooctets, puisque c'était ce qui était défini dans le modèle de programmation DOS et hérité du 8086. Donc ces modèles de mémoire, vous avez plusieurs types de modèles, tiny, small, medium, compact, large, huge, qui vont à chaque fois définir à combien d'espace de mémoire vous pouvez avoir accès. Par exemple, Tiny, tout simplement, il nous dit qu'on a 64 kilooctets pour tout le code, la data et les stacks. Ça, c'est très bien pour faire des fichiers .com exécutables, qui ne contiennent que 64 kilooctets de données en tout, code compris. Small, c'est un peu plus large, voilà, et ça va permettre de pouvoir gérer 64 kilooctets pour le code, 64 kilooctets pour les datas et la pile. Medium, c'est toujours un peu plus. Donc le modèle, on peut avoir jusqu'à 1 mégaoctet de code et 64 kilooctets de data et de stack. Compact, donc on a 64 kilooctets de code, 64 kilooctets de stack et les données statiques. Et on peut avoir jusqu'à 1 méga pour la heap. Donc la heap, je rappelle, c'est ce qui nous permet de faire l'allocation dynamique avec malloc et free. Large, c'est un peu plus. Donc on a jusqu'à 1 mégaoctet pour le code, 64 kilooctets pour la stack et les données statiques, et jusqu'à 1 mégaoctet pour la heap.
Et donc là, on a cette notion que vous voyez peut-être apparaître. Toutes les fonctions, les données de pointeur sont phares par défaut. Ça veut dire qu'en fait, comme le processeur gère des différents segments, il va considérer qu'il va utiliser des préfixes de segments pour aller chercher les données qui sont dans un autre segment que le segment de données sur lequel on travaille, ou le segment de code sur lequel on travaille. Donc ça a des impacts en termes de performance potentiellement, mais aussi dans la façon de pouvoir voir les pointeurs. Donc vous avez les pointeurs phares, donc, qui sont par définition des toutes données qui peut être accessible au-delà des 64 kilooctets d'un segment, et vous avez les données NIR, donc les pointeurs NIR, qui sont par essence l'opposé, qui sont tous les pointeurs de toutes les données ou tout le code qui est à l'intérieur d'un segment de 64K. Tout ça, ça a des impacts, parce que quand on code en DOS, pour l'époque, il fallait prendre en compte le fait qu'on avait des données qui étaient soit dans notre segment très proche, soit dans d'autres segments, et donc choisir le modèle de données en conséquence et par rapport à la taille du code et de la data. Et le modèle Huge, qui est le dernier, donc on peut avoir jusqu'à plusieurs segments de données qui peuvent être de 64 kilooctets chacun, et jusqu'à 1 mégaoctet de données pour le code, 64 kilooctets pour la stack. Ça, c'est le modèle, on va dire, qui apporte le plus de ressources possibles, mais aussi qui produit le code un peu plus lourd et forcément parfois un peu moins performant, puisqu'il va devoir gérer des pointeurs longs, des pointeurs phares, et donc ça a des impacts sur le code qui est généré. Donc par défaut, je vais me mettre sur le modèle large, qui est finalement le modèle le plus adapté par rapport à ce que je veux faire. On pourrait même descendre sur un modèle compact ou médium, mais je vais rester sur un modèle large. La génération de code. Calling convention CC, on peut avoir C ou Pascal, puisqu'on peut s'interfacer avec le Pascal éventuellement. Et l'instruction set, je peux le choisir. Donc là, ici, je vais mettre 80-186 et 80-286. On ne peut pas aller au-delà, et il ne supporte pas le 80-386. Floating point, je vais rester en émulation, puisque mon code va utiliser un petit peu de la virgule flottante, mais pas en temps réel. Donc je vais rester en émulation pour être le plus compatible possible. Ceci étant fait, il y a la partie optimisation. Donc je vais lui demander d'optimiser pour la vitesse, d'utiliser les optimisations de registre et les jump, les optimisations de saut. Voilà. Jusque là, normalement, j'ai mis toutes les propriétés de mon code. Ah, s'il y a une petite chose que je dois faire, le primary C file, donc dans compile, et je vais lui mettre main.c, puisque le programme s'appelle, le source s'appelle main.c. Je vais sauvegarder mes options, comme ça je pourrai les récupérer pour plus tard. Et là, je vais vous lancer la compilation et vous allez voir le temps que ça prend. Par défaut. Après, je ferai accélérer la compilation par DOSBox, mais vous allez voir que ça prend un certain temps. Donc on va faire build all, et donc là il va prendre chaque fichier, tous les headers, tous les fichiers sources dont il a besoin, et il va compiler. Et vous voyez que là on est loin de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Pourtant, je suis sur une machine de type 486 DX400 qui est relativement performante pour l'époque. Donc, et pour autant, je rappelle que Turbo C, d'où son nom Turbo, était l'un des compilateurs les plus rapides de l'époque. Voilà, donc ça nous a pris quand même quelques secondes à compiler, success, donc c'est parfait. Et là, donc, je vais faire Alt-R, je vais faire run mon programme, donc qui, je le rappelle, n'attend juste qu'il s'exécute et qui attend juste qu'on appuie sur une touche. Voilà, je lance le programme, il se passe rien, c'est normal puisqu'il est dans la boucle principale, il attend qu'on appuie sur une touche. Voilà. Mon premier programme fonctionne. Ouais, magique. Donc j'ai vu passer là dans les commentaires, effectivement, on n'avait pas de coloration syntaxique. Non, la coloration syntaxique est venue après, à partir de Turbo C3 de mémoire. Mais voilà. Donc, alors, Anne-Vue, tu dis, oui, mais il y avait déjà un cache, il ne recompile que les objets qui ont bougé. Oui, bien sûr, il ne recompile que ce qui a bougé. Hein. Il était déjà plutôt malin. D'ailleurs, on peut lancer tout ça en ligne de commande avec make, etc. Enfin, il fournit déjà de quoi builder en ligne de commande et ne recompiler que ce qui est nécessaire. Heureusement, parce que vu les performances de l'époque... Bref, donc là, ce qu'on va avoir besoin, c'est de passer maintenant en mode VGA. Donc je le rappelle, le mode VGA, c'est un mode graphique, et c'est précisément plutôt le mode MCGA qu'on va utiliser, qui est un mode graphique de l'époque, donc qui est de 320 pixels de large par 200 de haut, et 8 bits par pixel en mode un seul plan. Donc ce qui veut dire que un octet va correspondre à un pixel à l'écran.
Et ça va être un mode linéaire. Ça veut dire que on va, comment je dirais, chaque fois si on écrit à l'adresse où il y a le frame buffer, à l'adresse 0, ça va afficher en haut à gauche le premier pixel. Si on écrit à l'offset 1 du frame buffer, ça va écrire le deuxième pixel, etc., etc. Donc, vu que c'est 320 par 200, la taille d'une image fait 64 kilooctets en mémoire. Ça tombe bien puisqu'on gère des segments de 65 536 octets en mémoire. Donc ça, c'est pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mémoire VGA, elle est accessible directement au travers d'un pointeur. Et ce pointeur, on va pouvoir le définir ici. Allez, on va faire UINT8. Donc c'est un pointeur donc de type octet. C'est un pointeur phare parce qu'il est loin, il n'est pas forcément dans le segment de données que j'utilise. Donc phare étoile, et je vais l'appeler G pour Global Screen. Et son adresse, elle est à une adresse fixe. Son adresse étant à une adresse fixe, on va donc créer un pointeur. Et l'adresse, c'est le segment 0x-A0 et l'offset 0. Donc on va créer un phare pointer. Et donc pour ça, on a une macro qui nous permet de créer un pointeur dans un autre segment, mkfp, donc make phare pointer, et on va lui donner l'adresse de l'écran 0x-A0,0x0. Voilà, avec ça, ça va nous créer donc l'adresse de l'écran, qui est donc à l'adresse 0x-A0,0000. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, on est capable d'accéder à la mémoire VGA. Mais pour autant, il va falloir qu'on bascule en mode VGA. Donc, je vais rajouter le code qui est nécessaire. Hop, tout de suite, ça va permettre de gagner un petit peu de temps. Et je vais vous montrer les différentes fonctions qui vont nous permettre de basculer en mode VGA. Voilà. J'enregistre ici. Est-ce que ça va marcher? Load main. Voilà, super. Ça a bien fonctionné. Donc ici, on va basculer en mode VGA. Pour basculer en mode VGA, donc le fameux mode 13 hexadécimal, donc il faut demander au BIOS, donc au travers d'une interruption, une interruption 10 hexadécimale, de basculer dans ce mode-là. Donc pour ça, on a VGA set mode. J'ai écrit cette fonction VGA set mode, et donc pour basculer dans un mode particulier, il faut appeler l'interruption 0x10, lui fournir dans le registre AH, donc dans la partie haute du registre AX, 0, pour dire je veux changer de mode, et dans la partie basse du registre AX, donc AL, le mode dans lequel on veut basculer. Donc VGA set mode, j'ai écrit cette fonction qui va permettre donc de basculer dans un mode graphique, puis de revenir vers un autre mode graphique. J'ai créé d'autres fonctions aussi, par exemple VGA set color, qui permet de modifier la palette de la carte VGA. Alors sachant que la palette, on a donc plusieurs registres hardware, et là on va écrire vraiment sur des ports d'entrée-sortie hardware de la machine, sur lesquels on va lui dire j'écris la couleur sur le port 3C8, la couleur que je veux modifier, et sur les ports 3C9, je vais écrire 3 octets, qui sont pas des octets de 8 bits, mais des octets qui contiennent que 6 bits, puisque le DAC, le convertisseur analogique digital de la carte VGA, ne supportait à l'époque que 6 bits par composante, et donc je vais lui écrire les valeurs RGB pour une couleur. Donc ça veut dire qu'on a 256 couleurs, et je suis capable de modifier toutes les couleurs, de la couleur 0 à la couleur 255, en lui passant les composantes RGB. Voilà. Et j'ai écrit une petite fonction qui s'appelle VGA Wait VBL pour le Vertical Blanking, qui permet donc d'interroger un registre de la carte VGA pour savoir si on a atteint le moment où on est en rafraîchissement vertical. Donc là, je vais lire directement sur un port, le port 0x3DA, récupérer un registre de statut, et ce registre de statut, il positionne le troisième bit, donc la valeur 8, le troisième bit est positionné, et s'il est positionné à 0, ça veut dire qu'on est en train d'écrire à l'écran, que la carte VGA est en train d'afficher à l'écran, et dès que le troisième bit est positionné à 1, ça veut dire que le vertical blanking, donc le rafraîchissement vertical, est en cours. Donc ça, c'est très 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 utile pour synchroniser l'affichage quand on va envoyer des choses à l'écran, pour éviter des effets de flickering ou ce genre de choses. Donc, ce qu'on va faire demo begin, hop, on va faire
VGA 7 mode et je vais lui donner le mode 0x13h. Voilà, et ici, lorsqu'on va revenir, je vais lui faire VGA 7 mode et je vais lui passer 0x03 qui est le mode texte par défaut VGA. Voilà, comme ça, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, on va rebuilder. Je vais faire build all, puis là, on va accélérer. Je vais le mettre en turbo pour accélérer la compilation. Hop, alors, déclaration, syntaxe, erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? UNT, mince. Il y a un underscore qui était resté dans le clavier. Hop, on recommence. Allez, turbo. Hop, c'est bien. Donc c'est bien. Le programme s'est lancé. Là, on voit qu'on a un écran noir. Ça veut dire qu'on a bien basculé dans le mode graphique. Donc ça, c'est parfait. Et quand j'appuie, il revient sur le mode texte. Bon. Maintenant, on va pouvoir créer l'effet de plasma. On va essayer d'aller vite. Un effet de plasma, je vais vous afficher un petit peu à l'écran à quoi ça ressemble. C'est ce type d'effet-là que vous voyez ici à l'écran. Donc c'est un effet qui est assez connu de la scène démo dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, jusqu'au milieu des années 90. Très très utilisé, ça donne un effet qui est très psychédélique et sur lequel on peut obtenir des formes plutôt sympathiques. On a l'impression que c'est un effet de liquide qui s'entremêle, qui se mélange, tout ça, etc. Donc ça, c'est l'effet qui est assez classique. Alors vu comme ça, on pourra se dire c'est assez compliqué à faire, mais en fait, pas du tout. L'effet de plasma a l'avantage d'être assez simple à réaliser, et pour ça, on a juste besoin de 2 images, et de mélanger 2 images. En fait, c'est 2 images qui sont générées de façon mathématique, et ensuite on va mélanger plusieurs fois ces 2 images ensemble et créer des interférences entre elles. Et ces images, on va les faire se déplacer. Je vais vous afficher ça hop, ici. Voilà, les images, on a une première image, une deuxième image, et on va les faire se déplacer les unes par-dessus les autres, comme ça. Vous voyez, et on va sommer la valeur des pixels. Et en sommant la valeur des pixels, ça va nous permettre donc d'obtenir des interférences dans les couleurs, celles que je viens de vous montrer à l'écran, et donc d'obtenir cet effet de plasma. Et la petite cerise on the cake, c'est que en plus de sommer la valeur de ces pixels, ce qu'on va faire, on va faire varier la palette de couleurs pour nous donner un effet encore plus sympa. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je vous propose de vous montrer là. Donc je vous montre ici donc sur la partie écran et je vais vous montrer à peu près les 2 images qu'on va générer. On va générer une première image qui est une image comme ceci. Donc c'est une image qui va partir du centre de l'image et aller vers la droite et générer des pixels en fonction de la distance par rapport au centre, tout simplement. Donc on va générer une valeur de pixels, et plus on va s'écarter du centre, plus la valeur va s'éclaircir, donc aller vers la valeur 255, et ensuite il va y avoir un overflow de l'entier et repartir à 0. C'est ce qui donne cet effet de plus sombre vers très clair, pof, et puis ça repart du noir vers très clair, pof, et ça repart du noir vers très clair. Donc ça, c'est une des images, l'image de base qui va permettre de générer un petit peu des coupures franches sur le plasma. Et on a une autre image qui est celle-ci, qui est une image qui est beaucoup plus douce. Là, on va utiliser, pareil, on va utiliser la notion de distance, mais on va l'appliquer aussi à un sinus, et de générer donc par la valeur du pixel par rapport à ce sinus. Donc ça va partir d'une valeur sombre, s'éclaircir de plus en plus, puis rediminuer jusqu'au noir, puis s'éclaircir de plus en plus, puis diminuer, etc., etc. Donc, ces 2 images, une fois qu'on les a, bah en fait c'est très simple. C'est 2 frame buffer de 64 kilooctets qu'on va déplacer les uns au-dessus des autres. Et on va prendre pour chaque valeur de chaque pixel, on va sommer les pixels entre eux pour obtenir une nouvelle couleur. Voilà. Hop, je ferme ça, parce qu'il y en a qui me disent ça donne mal aux yeux. Et donc, pour en arriver là, bah, je vais vous montrer un petit peu le code, parce que sinon on va pas avoir le temps de tout copier-coller comme ça. Je vais charger le code plasma.c que j'ai préparé. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais changer ici le main file plasma.c. Voilà, et je vais sauver les options. Yes. Alors, plasma.c. Donc ce fichier, donc
il y a un petit trick lorsqu'on génère un plasma, notamment en mode VGA comme ça, c'est-à-dire que comme on est limité en termes de mémoire, si on doit déplacer les images l'une par-dessus l'autre, ça veut dire qu'en fait on peut avoir des overflows de coordonnées. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va utiliser une fenêtre donc je rappelle que la taille de l'écran c'est 320 par 200, et donc on va utiliser une fenêtre de 160 par 100, donc un quart de l'écran, et c'est cette fenêtre qui va se déplacer sur chacune des images, et donc qui va permettre de pas avoir d'effet de débordement, ou en tout cas d'éviter d'avoir à rajouter des tests de coordonnées pour reboucler au début de l'image. Donc en fait, le plasma en lui-même, on va générer une image qui va faire 160 par 100, et ensuite qu'on va envoyer à l'écran en dédoublant chaque pixel. Et vous allez voir, c'est assez simple. Alors, je vais ici, et je vous repartage l'écran, évidemment. Donc, je vais avoir besoin de plusieurs choses pour générer mon plasma. Donc, le pointeur que je vous ai déjà présenté tout à l'heure, le pointeur Global Screen, donc, qui permet donc d'avoir un pointeur sur la mémoire de les cartes vidéo. J'ai besoin d'un pointeur sur ma première image, la première que je vous ai présentée, un pointeur sur la deuxième image. Donc là, je vais faire simplement un malloc de 64 kilooctets, quelque part en mémoire pour chacune des images. Et ici, je vais avoir besoin de mon plasma, donc là où je vais sommer la fameuse image de 160 par 100, dans laquelle je vais sommer la valeur des deux premières images X fois. Voilà. Et donc là, la première image fait 320 par 200 en résolution, la deuxième 320 par 200, et le plasma fait 160 par 100. Et ce plasma, lorsque je vais l'envoyer à l'écran, je vais dédoubler la valeur de chaque pixel pour atteindre 320 par 200. Et ensuite, j'ai quelques variables globales RGB qui vont me permettre de faire varier la palette de couleurs au fur et à mesure du temps. Voilà. Et comme j'utilise, comme les images, je vais les faire tourner les unes par-dessus les autres, et qu'on est en émulation de, comment je dirais, de virgules flottantes, il ne sera peut-être question d'utiliser des sinus et cosinus. Donc je crée des tables précalculées de sinus et de cosinus, où là j'ai 256 angles différents pour les sinus et les cosinus. Donc là, il y a les fonctions VGA que je vous ai déjà présentées, donc qui permettent donc de sélectionner le mode, de changer la couleur dans la carte graphique et d'attendre le balayage vertical. La génération de mes tables, sinus-cosinus, c'est très simple. Pour mes 256 angles que j'ai dans mon tableau, je vais calculer la valeur d'un angle et que je vais scaler, donc puisque la valeur étant un double qui va de 0 à 1, que je vais scaler de 0 à 256. Donc la valeur des angles sont codés sur un short, donc 16 bits. Comme ça, ça me permet d'avoir des sinus et cosinus précalculés et de gagner un temps considérable pour des processeurs aussi anciens que ça. Ensuite, j'ai une fonction qui s'appelle ScreenInit. ScreenInit va me permettre de positionner le mode VGA 13H et d'initialiser le pointeur, comme je vous ai montré tout à l'heure, MKFP 0xA0 et l'offset 0. Et donc, si j'ai réussi donc, à initialiser un petit peu cette carte vidéo, ce que je vais faire, je vais positionner la palette et je vais juste initialiser la palette avec un dégradé de gris qui va aller de 0 à 255. Voilà. Ça, c'est au cas où j'ai pas encore mis, on a besoin de ne pas faire varier la palette, ou si on veut faire des tests. Donc ça permet d'avoir une palette en niveau de gris, ce qui m'a servi justement à faire le débugage hier. La fonction ScreenFini fait l'inverse, elle va désinitialiser le mode VGA et revenir sur le mode texte. Ensuite, je vais créer ma première image. La première image, qui je le rappelle, est celle-ci que je vais vous remontrer à l'écran. C'est cette image-là. Voilà, cette image-là, je vais la créer. Et c'est l'image de base qui va permettre d'avoir, on va dire, le fond de base sur lequel on va rajouter les interférences de la deuxième image. Donc cette image, je fais tout simplement un malloc. Donc je vais allouer dans un segment 64 kilooctets. Screen H et Screen Height, je rappelle, c'est 320 par 200, ça nous donne 64 kilooctets. Et je vais initialiser chaque pixel. Donc je vais partir du centre, je vais calculer le centre, je vais calculer la distance ici, et la couleur qui est la distance. Donc vous connaissez, hein, c'est x carré plus y carré, c'est la racine de tout ça, et que je multiplie par un facteur pour avoir, je dirais, une image qui s'étend de façon relativement harmonieuse sur toute la surface de l'image. Et donc je positionne le pixel de l'image directement par rapport à la couleur que je viens de calculer. Alors individu, tu dis ça rame avec le SQRT. Oui, ça rame, mais entre guillemets, on s'en fiche parce qu'on ne le fait qu'une fois au lancement du programme. Donc c'est pas tellement un souci.
Ensuite, image finie, image infinie, c'est-à-dire je libère l'image et je remets son pointeur à nul, tout simplement. Et j'ai créé, pour faire mes tests, image 1 blit qui permet donc d'envoyer l'image dans la carte VGA en cas de débugage. Voilà. Image 2, donc je vais vous afficher la deuxième image. Pour rappel, la deuxième image, c'est celle-ci. Donc c'est une variation de la première image, mais en plus d'utiliser une racine carrée, on va faire une variation de sinus sur la valeur de la couleur, ce qui va nous permettre d'obtenir une forme un peu torique, si je puis dire, de dégradé de gris. Donc là, c'est à peu près, vous avez à peu près le même code, hein. Je vais parcourir pour chaque pixel, je vais déterminer, je vais calculer donc la racine carrée comme j'ai fait au-dessus. Ensuite, je vais rajouter 1 puisque le sinus varie de -1 à +1, donc je vais le mettre entre la valeur 0 à 2. Et ensuite, comme j'obtiens une valeur qui va s'étaler entre 0 et 2, je multiplie par 128, ce qui va me permettre d'avoir une valeur entre globalement 0 jusqu'à 255, enfin 256, si on arrive à 1. Et donc je positionne la valeur de mon pixel. Donc là, à ce moment-là, j'ai mes deux images. Mes deux images, elles me permettent maintenant de pouvoir générer mon plasma. Donc la fonction plasma init va permettre d'allouer la valeur, la mémoire pour stocker le frame buffer du plasma, qui je le rappelle fait 1/4 de l'écran, donc 160 par 100. Donc là je fais le malloc, tout simplement, je récupère un pointeur, et plasma fini, je fais le free. Voilà, ça c'est lorsque l'on quitte le programme. Et ensuite, j'ai une fonction qui s'appelle plasma cmap pour plasma color map qui va permettre donc de faire varier la couleur, la palette de couleurs à chaque fois qu'on va envoyer une image à l'écran. Donc à chaque fois qu'on va envoyer une image à l'écran, on va faire varier la palette de couleurs et la palette de couleurs va varier de façon différente en fonction du rouge, du vert, du bleu. Donc vous voyez que, alors là j'utilise des valeurs qui sont codées entre 0 et 65 535 et j'utilise, lorsque je fais VGA 7 color, j'utilise que l'octet de poids fort du mot que j'envoie à la carte VGA. Donc, ce qui permet d'avoir des variations qui sont plus étalées dans le temps et donc moins rapides. Et vous voyez que je fais des variations en utilisant des nombres premiers, ce qui va éviter d'avoir des recoupements, puisque les nombres premiers sont par essence pas divisibles entre eux, donc d'éviter d'avoir des recoupements et donc des cycles de couleurs qui reviennent toujours les mêmes. Donc là, ça va permettre au rouge de se décaler, enfin de varier plus vite que le vert, qui va varier encore moins vite que le bleu, par exemple. Donc là, j'utilise des nombres premiers, comme ça va permettre donc d'avoir des variations de couleurs qui sont jamais les mêmes et qui sont harmonieuses. Et le plasma draw, donc qui est la fonction principale sur laquelle je vais sommer les trois images. Donc je vais prendre la première image sur laquelle je vais sommer deux itérations de la seconde image et qui vont se déplacer toutes à des vitesses différentes. Donc là je récupère les pointeurs. Le pointeur de destination, c'est le plasma, les pointeurs source et les pointeurs de chaque image. Et donc là, sur cette fonction-là, c'est cette fonction qui fait la magie. Cette fonction, on va parcourir chaque pixel. Et chaque pixel, on va prendre le pixel de la première image qui a une position donnée, un pixel de la deuxième image qui a une position donnée et un autre pixel de la deuxième image qui est aussi à une autre position. Parce que je vais générer finalement trois itérations différentes de ces images. Une pour la première image et deux sommes pour la deuxième image, pour justement obtenir un mélange et suffisamment d'interférences pour avoir cet effet. Et donc simplement, je vais prendre la valeur donc des 3 pixels que je vais sommer entre eux et que je vais mettre donc dans le plasma de destination. Une fois que le plasma est calculé, on n'a plus qu'à l'envoyer à l'écran. Donc à ce moment-là, comme on a une image de 160 par 100 pixels, il faut dédupliquer cette image pour l'envoyer en 320 par 200 sur l'écran de la carte VGA. Donc simplement pour chaque pixel que je vais parcourir de mon plasma, qui est l'image source, je vais écrire 2 pixels sur l'image de destination, et ça pour chaque ligne. Donc je vais écrire 2 pixels pour la première ligne, 2 pixels pour la deuxième, 2 pixels pour la première ligne, 2 pixels pour la deuxième, etc., etc. Et je fais ça pour chaque ligne, et à la fin de chaque ligne, je passe aux lignes suivantes. Donc ce qui va me permettre donc de dédoubler en horizontal et dédoubler en vertical directement la valeur de chaque pixel. Donc c'est une façon relativement simple de faire un zoom x2 quelque part. Et donc la démo en elle-même, c'est très simple. Donc dans démo begin, j'initialise ma table, j'initialise ma première image, j'initialise la deuxième image, j'initialise le plasma et j'initialise l'écran. Et ensuite, la boucle principale,
c'est là où je vais gérer les coordonnées de chaque fenêtre qui tourne dans chaque image. Et donc, je vais avoir les coordonnées X1, Y1 pour la première image, les coordonnées X2, Y2 pour la deuxième image, et les coordonnées X3, Y3 aussi pour la deuxième image, mais à des angles différents. Donc, les images, les fenêtres, comme vous le voyez ici, hop, elles vont se déplacer à des vitesses différentes et à des endroits différents des images sources, ce qui va permettre d'avoir des mélanges qui vont pas se répéter en permanence. Encore une fois, pareil, j'utilise des vitesses différentes pour pouvoir obtenir cet effet. Et vous voyez, j'utilise les images, j'utilise pas la même distance par rapport au centre pour déplacer les fenêtres. Et donc je calcule chaque coordonnée en utilisant mes tables globales de sinus et de cosinus. Je vais calculer les coordonnées x1, y1, x2, y2, x3, y3 et je vais appeler donc plasma draw qui lui va faire le sommage de chaque fenêtre. Une fois qu'on a calculé le sommage de chaque fenêtre, eh bien tout simplement on attend le rafraîchissement vertical. Dès que le rafraîchissement vertical arrive, on envoie la color map, la palette, à la carte VGA. Et une fois que ça c'est fait, on dédouble, donc on envoie le plasma à l'écran, tout simplement. Voilà. Et Demo End désinitialise tout ce qu'il y a à désinitialiser. Donc voici un petit peu pour le code. Donc on va le compiler. Et on va faire Build All. Je vais mettre ça en mode turbo parce que ça va aller beaucoup plus vite. Et voilà, donc là ça a buildé. Et maintenant on n'a plus qu'à faire Run. Et par miracle, ça fonctionne. Nous voici donc avec un élégant effet plasma à l'ancienne, codé en mode DOS, comme dans les années 90, en attaquant directement la carte graphique et en faisant donc varier la couleur. Donc là, évidemment, comme je suis sur une machine virtuelle, je peux vous changer la vitesse du CPU. Là, je suis à 486 DX400. Évidemment, je peux vous montrer ce que ça donne avec un DX2 66. Voilà, donc c'est à peine plus lent, donc ça va, ça tourne plutôt bien. Et par contre, on va descendre par exemple sur un 386 DX33. Là, on voit que c'est déjà plus lent. Alors évidemment, sur des machines de type 386, étant quand même beaucoup plus lentes, hein, en termes de fréquence, c'est un quart de la fréquence d'horloge du 486 DX400, avec un jeu d'instructions qui est globalement le même, hein, mais qui est beaucoup moins efficace en termes de temps d'exécution. Donc là, pour avoir un effet aussi fluide que sur un 486, il faudrait reprendre les fonctions, par exemple draw plasma, et donc la recoder en assembleur. Vous avez vu, c'est relativement simple, hein, c'est des manipulations de pointeurs et des additions. Mais là, le fait de le faire à la main permettrait d'obtenir un gain substantiel, je pense d'à peu près 25% si on devait recoder ça à la main par rapport au code qui est généré par rapport au Turbo C. Alors, si je reprends le CPU, par contre, si je le fais s'exécuter sur un Pentium, un Pentium 166 MMX, là, on voit que c'est déjà tout de suite beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, pour répondre aux questions qui sont dans le chat, Caronis, tu dis, on dirait le travail qu'on fait avec les shaders d'aujourd'hui. Eh bien, tu as tout à fait raison. Parce qu'aujourd'hui, et j'allais y venir, c'était un petit peu le sens de ma conclusion, ce qu'on faisait à la main directement dans la carte graphique, c'est des choses qu'on fait maintenant aujourd'hui avec des shaders. Les shaders, dans une carte graphique moderne, ne font que ce genre de choses. Elles vont travailler sur des pixels. Donc on va utiliser le fragment shader et on va appliquer une fonction mathématique entre ce pixel et d'autres pixels. Donc c'est exactement ça. Et d'ailleurs aujourd'hui, tu peux implémenter complètement avec du vertex shader un effet de plasma en temps réel dans la carte graphique. C'est réellement très très simple à faire. Et le code est très peu différent de ce que je vous ai présenté là. Donc voilà. Donc, et comme dit, je sais plus qui m'a mis ça, c'est Gilles t'as dit il faut rajouter une musique dessus. Bah oui, maintenant on pourrait mettre une superbe musique très techno avec une Gravis Ultrasound des années 90. Ça nous permettrait d'avoir une jolie démo exécutable directement à l'ancienne. Donc, j'ai vu passer une question tout à l'heure, quelqu'un qui m'a posé la question, j'ai passé combien de temps pour ce programme? Je l'ai codé hier. Je l'ai codé hier après-midi, le temps donc de réinstaller DOSBox-X, de retrouver Turbo C et de l'installer. Je l'ai recodé dans l'après-midi pour préparer ce live. Pour tout vous dire, je ne savais pas trop de quoi j'allais parler aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu à l'idée comme ça. Je me suis dit que j'avais fait ça dans le temps et ça pourrait être rigolo
de remontrer un petit peu ces environnements de développement et comment on codait à l'époque directement avec nos machines et nos compilateurs. Donc j'ai codé ça hier après-midi tout simplement. Je pense que j'aurais pu aller plus vite, mais bon, il faut se rappeler de certaines choses et aussi de reprendre un petit peu l'habitude, un petit peu en main l'éditeur, sachant que bon, c'était un petit peu relou avec l'éditeur TurboC, donc j'avoue que j'ai codé dans Vim et ensuite grâce au point de montage de DOSBox, ça permet de pouvoir réimporter le code assez facilement, de le compiler, ça permet de gagner quand même pas mal de temps, parce que recoder avec l'éditeur de TurboC, je me souvenais pas à l'époque que c'était aussi, je vais pas dire aussi fastidieux parce que l'éditeur est quand même pas mal. Mais moi, j'avoue que comme je code tout le temps avec Vim, les raccourcis sont codés dans les mains. Donc, CTRL F, CTRL B, échappe de .wq. Donc, vous imaginez pas l'enfer que c'est de coder avec TurboC quand on a Vim qui est codé dans les doigts, en mémoire musculaire. Donc voilà. Donc j'ai commencé à le coder sur DOSBox pour répondre à GLG. J'ai commencé à coder sur DOSBox et puis après j'ai fait en partie dans Vim et en partie dans l'environnement TurboC. Mais c'était assez rigolo à faire. J'ai trouvé, ça m'a rappelé de très beaux souvenirs. Pour le code, en tant que tel, je vais le mettre à disposition sur mes miroirs Git, comme d'habitude. Donc ça permettra à celles et ceux qui veulent voir comment c'est, et puis jouer avec ce code, voire faire d'autres effets, parce qu'on peut faire plein d'effets comme dans le temps, les effets de flamme, on peut faire du rotozoom, le fameux rotozoom qui est aussi très très simple à implémenter, puisque on n'utilise que des tricks de virgule fixe et des débordements d'entiers. Donc c'est très facile à implémenter. Je l'avais montré d'ailleurs une implémentation de Rotozoom donc avec Fabien Trégan quand on avait fait notre talk sur la représentation des nombres en informatique, qui est disponible sur YouTube, que vous pouvez retrouver. On a donné ça à Devox, on a donné ça à DevFest Nantes, etc. Donc on montre un effet de Rotozoom et on avait produit du code pour ça. Voilà, donc c'est une bonne base si vous voulez retourner vous frotter à MS-DOS comme il y a 30-35 ans, et ben vous aurez ce code à disposition que je mettrai donc dans l'après-midi sur GitHub, GitLab et Bitbucket, et que vous pourrez trouver directement sur le replay sur YouTube, vous aurez tous les liens qui vont bien. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait à peu près le tour sur ce sujet aujourd'hui. On aurait pu y passer des heures, évidemment, et c'était pas l'objet, donc c'était de vous montrer un petit peu comment on reprogramme comme dans le temps. Mais voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réécrire ça comme dans le temps. Et sans vous mentir, puisque comme on est sous DOS, une simple erreur de programmation, vous faites planter votre machine. Ça m'est arrivé une seule fois hier. Une seule fois parce que j'ai déréférencé un pointeur nul que j'avais oublié, j'avais fait un malheureux copier-coller et quand j'ai voulu utiliser image 2, j'avais fait un copier-coller avec le pointeur d'image 1 ou vice versa, je sais plus, il y avait un pointeur qui était nul et donc je me suis retrouvé avec ma machine DOS complètement plantée. Donc c'est rigolo parce que ça rappelle aussi que la moindre erreur dans le temps, elle pardonnait pas, et si on n'avait pas sauvegardé notre fichier, c'était foutu. Donc c'est assez rigolo, alors qu'aujourd'hui on est très protégé lorsque vous lancez votre programme et que ça plante, c'est pas très grave, hein. On a des systèmes d'exploitation modernes qui nous permettent de récupérer nos erreurs. Vous imaginez si ça plantait chaque fois qu'on fait une modif de code maintenant, c'est pas possible. Voilà. Comme tu dis, Anne-Vue, tellement classique, écrire dans 000 2.000, ça écrase toute la table des interruptions, puis là il y a tout qui plante, et comme ça tu sais que dès que tu as ton écran noir et que ça répond plus, bon, tu peux rebooter ta machine. Voilà, écoutez, je sais pas si l'ami Thierry que j'ai vu passer dans le live aujourd'hui, est-ce que Thierry tu live aujourd'hui, et si oui, on va faire le petit raid des familles sur ta chaîne, si tu as des choses à nous raconter. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ça, à présenter ça, je vous mets tout à disposition comme d'habitude. Et puis, juste pour rappel, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live parce que la semaine prochaine, je vais à DevFest Toulouse, donc je permute mes jours off comme je fais d'habitude. Et la semaine d'après, il n'y aura pas de live non plus, pour la simple et bonne raison, c'est que je vais de nouveau en école d'ingénieur pour redonner un cours. Donc ce sera normalement, donc dans 3 semaines, ce sera le prochain live. Voilà. Donc Anne-Vue, tu seras au DevFest Toulouse. Écoute, ce sera avec plaisir qu'on se reverra là-bas. Ok, ouais, tout à fait, Dadounette, ouais, à Cergy, exactement, par chez toi. Et voilà, donc je sais pas si Thierry live ou pas, est-ce que quelqu'un peut me donner l'information? Je ne sais pas.
Gogo les champs. Allez Thierry, dis-moi. Oui, live. Alors, on va faire le raid. Slash raid, Titi, Moby. C'est parti, mes amis. Le raid a été créé. Donc, je vous revois dans 3 semaines. Au prochain live. Peut-être que si j'arrive à organiser un live entre-temps, mais j'y crois pas trop, je vous préviendrai. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Et puis, à la prochaine fois. Bisous, bye bye.